Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce jeudi 2 décembre. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo de ces prochaines heures. Au sommaire de votre journal, un catogan, des lunettes noires, des Rolls-Royce, un costume étriqué, un grattoir design pour chat. À partir de demain aura lieu le premier acte au One Monte Carlo de la vente aux enchères de plus de 1000 objets ayant appartenu au grand couturier star Karl Lagerfeld, disparu, on s'en souvient, en février 2019. La journaliste Marie Ottavi, qui lui a consacré un ouvrage intitulé tout naturellement Karl, sera notre invitée dans un court instant. L'art comme fil rouge aujourd'hui de votre rendez-vous quotidien, avec la présentation du prochain Printemps des Arts par son nouveau directeur artistique, Bruno Mantovani. Nous reviendrons avec José Sacré sur le tout dernier concert de musique de la Renaissance en Principauté. Et puis, nous intéresserons à la transition numérique dans le secteur immobilier de demain, sans oublier de prendre des nouvelles, comme prévu, de nos équipes de rugby à 7 masculines et féminines engagées au tournoi de Dubaï. Et sans plus tarder, nous allons évoquer l'exposition et la vente aux enchères de milliers d'objets divers et variés, chers à une figure de la mode, du spectacle et des arts, ô combien célèbre ici à Monaco, qui nous a quittés il y a plus de 2 ans maintenant. Karl Lagerfeld, et avec nous ce soir, la journaliste Marie Ottavi. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous donc pour cette exposition et cette vente aux enchères, premier acte qui débute demain à Monaco. C'est incroyable de pouvoir réunir autant d'objets ayant appartenu à Karl Lagerfeld, même des Rolls-Royce qui ne sont pas loin de vous. C'est des Rolls qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Il était amateur de belles voitures et Karl Lagerfeld, c'était un grand collectionneur qui a revendu régulièrement ses collections, mais là voilà, on a l'occasion de voir un peu les dernières pièces, les belles pièces qu'il a conservées à la fin de sa vie. Des objets qu'on retrouve donc au One Monte Carlo. Il y a des mitaines en cuir, il y a des dessins, il y a des dessins que lui a fait, notamment de Jacques de Bacher. Et oui, c'est des objets de tout acabit, ça fait partie, il y a des objets de son quotidien qu'il utilisait chez lui, il y a des œuvres d'art. C'est très vaste, très varié. Très varié. Vous avez parlé de Jacques de Bacher, qui était son grand amour. Dans votre livre, qui est sorti au mois de septembre, qui est fort passionnant, il y a plus de 600 pages chez Robert Laffont, qui s'appelle sobrement, naturellement Karl, que tout le monde l'appelait comme ça. Il s'appelle Karl parce que, oui, beaucoup de gens l'appelaient tout simplement Karl, alors que, voilà, on appelait Asdin Alaya Monsieur Alaya, on appelait Yves Saint-Laurent Monsieur Saint-Laurent, et ça dit aussi beaucoup de lui, c'est-à-dire que Karl Lagerfeld, il avait quand même si c'était quelqu'un de très éloquent, de très impressionnant, il avait aussi ce rapport assez naturel avec les gens, toujours très ouvert, très facile d'accès, étrangement, ce qui peut paraître bizarre quand on ne connaît pas bien ce monde et quand on ne le connaît que via les médias. Avec toujours une part d'ombre chez les grands hommes comme les grandes femmes. Lui, c'est presque un mensonge, j'allais dire presque sympathique, mais qu'on peut comprendre aussi historique par rapport à son année de naissance. Il préférait naître en 1938 qu'en 1933, pour les raisons que l'on connaît tous. Oui, tout à fait, parce que bon, 33 c'est l'avènement du nazisme et lui il n'a jamais assumé cette part de l'histoire allemande, enfin au sens de il a jamais toléré les affres de la politique allemande à cette époque, et pour lui c'était une façon déjà de se rajeunir, c'était une coquetterie. Il avait mis au point ça avec sa cousine, ils avaient décidé ensemble de se rajeunir de 5 ans, et d'ailleurs sa cousine qui est décédée, sur sa tombe il y a toujours la fausse date de naissance, donc ça c'est assez drôle, c'est pour le clin d'œil. Mais après, plus profondément, oui, Karl Lagerfeld, il ne voulait pas être né en 1933 parce qu'il savait probablement que toute sa vie, il aurait à répondre de son enfance, est-ce qu'il avait vu le nazisme, il aurait dû encore s'expliquer sur l'implication de ses parents dans des associations, ce qui a été révélé dans une enquête allemande et que moi je développe dans mon livre. Et à Monaco, on le rappelle, à partir de demain, c'est la première partie de la grande vente qui va être effectuée avec des objets divers et variés. Vous l'avez dit, ça va du dessin d'enfant à l'argenterie, il y a 1200 lots, c'est assez incroyable. Ça va être une vente record, vous pensez? On attendra ensuite la suite de l'aventure du côté de Paris, c'est ça? D'après ce que j'ai compris ce matin en visitant la vente, on m'a indiqué qu'il y avait plus de 900 personnes qui s'étaient inscrites. D'accord. Donc c'est énorme. Et c'est aussi l'enjeu d'une vente comme celle-là. On sait que Karl Lagerfeld attire beaucoup de monde. C'est une figure tellement populaire que voilà, là je pense qu'il y a des purs collectionneurs, des gens qui ont l'habitude de dépenser beaucoup d'argent dans des ventes de ce type-là.
Il y a aussi des fans, des personnes qui n'ont jamais touché aux ventes aux enchères, qui n'ont jamais misé au cours de leur vie. Et donc voilà, c'est tout l'enjeu de cette vente. C'est vrai qu'il est important dans notre vie ici à Monaco. Donc on a tous envie d'acheter un petit bout de Lagerfeld quelque part, si je peux me permettre l'expression. Hein. Karl Lagerfeld, oui, il a été une figure de Monaco. Moi, je suis venue ici pour m'imprégner un peu de la principauté, pour interviewer la princesse Caroline. Oui, j'ai réalisé à quel point c'était une figure notable et je pense qu'il restera ici. Il laissera un souvenir assez longtemps au Monégasque. Karl, aux éditions Robert Laffont, c'est avec vous. Mario David, spécialiste mode à Libération également. C'était un bonheur de refaire le parcours quelque part un petit peu de Karl Lagerfeld et puis de nous parler de cette exposition. C'est demain la première partie de la vente ici en Principauté de Monaco. Merci à vous. Belle soirée sous les étoiles ici. Merci. Votre premier point info avec Julia Vial ce soir et l'esprit de Noël en ce début décembre déjà là et bien là et c'est tant mieux. Avec un très beau moment de joie et de convivialité sur le port de Monaco. Bonsoir Julia. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Le sapin de plus de 8 mètres qui trône au centre du village de Noël a été mis en lumière en présence de la princesse Stéphanie, présidente de l'association Fightheads. Plus qu'un élément décoratif, cet arbre de Noël permet de faire une action solidaire à l'approche des fêtes avec l'opération Une lumière pour Noël organisée par la Croix-Rouge monégasque. Elle a pour but de récolter des fonds afin de venir en aide aux personnes démunies et isolées pendant la période des fêtes de fin d'année. L'action solidaire aura lieu du vendredi 3 décembre au dimanche 2 janvier 2022 et vous permettra d'acheter des boules de Noël et des biscuits spécialement créés pour l'événement. Ils seront à retrouver sur le stand du pavillon Dubaï dans le village de Noël, ainsi qu'au siège de Fightheads Monaco et de la Croix-Rouge monégasque. Une jolie façon, Christophe, de se faire plaisir en aidant les personnes dans le besoin. Laurent Anselmi, reçu hier au Vatican. Le conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération, a été reçu par le secrétaire d'État du pape François. Ces derniers se sont une nouvelle fois félicités de l'excellence des relations bilatérales entre le Saint-Siège et la Principauté. Ces échanges ont mis en évidence les convergences entre les deux États sur des sujets divers, touchant notamment à l'éthique abordée sous l'angle de la morale chrétienne, à l'environnement, à l'éducation ou encore au soutien aux personnes vulnérables. Et Purus, une toute nouvelle statue vient d'être installée sur la jetée Luciana. Cette sculpture en bronze réalisée par Sassona Norton veut lutter contre le dopage dans le milieu sportif. Son nom Epurus est d'ailleurs inspiré par la devise olympique Citius Altius Fortius qui signifie plus vite, plus haut, plus fort. Cette œuvre a été réalisée pour honorer le professeur Arne Lundqvist, d'origine suisse. L'ancien champion national de saut en hauteur a aujourd'hui 90 ans et il a consacré toute sa vie pour lutter contre le dopage dans le sport. Sensible à cette thématique, le prince Albert II était présent ce matin lors de l'inauguration de cette sculpture qui trône désormais fièrement sur la jetée Luciana. La Principauté a opéré une transition numérique qui s'est encore accélérée ces derniers mois, comme dans le domaine de l'immobilier, filière d'excellence il en est ici en Principauté, où ces nouvelles technologies vont permettre, c'est clair, une croissance accrue dans ce secteur, comme l'ont constaté les participants à cette toute dernière réunion de Protech, à laquelle ont assisté pour Monaco Info Alexandra Pagny, Sébastien Gris et Alexandra Paolini. La révolution numérique touche tous les secteurs, celui de l'immobilier est majeur ici en Principauté. Il représente plus de 20% du PIB monégasque. Les nouvelles technologies permettent une nouvelle conception et gestion de ces métiers. Monaco est un terrain de jeu idéal pour ce qu'on appelle dorénavant les PropTech, un terme très récent qui englobe les startups fournissant les produits innovants technologiques pour les marchés immobiliers, dans les domaines de la commercialisation, la construction, les bâtiments, mais aussi la ville de demain. Le numérique modifie profondément l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier. Il modifie la manière dont on conçoit un immeuble, dont on le construit, dont on le finance, dont on y vit, dont on le maintient. Donc que ce soit avec le BIM, la conception numérique, que ce soit le financement participatif ou d'autres manières de financer, que ce soit de la maintenance par drone, que ce soit des foncières numériques, que ce soit des capacités de financement pour des bouts d'appartements. Il y a plein de façons aujourd'hui de faire de l'immobilier différemment. Et accueillir les entreprises innovantes du numérique qui pourront travailler avec nos groupes, nos leaders,
pour créer un écosystème vertueux. Cadran solaire, bâtiments intelligents, la transition énergétique utilise d'ores et déjà les nouvelles technologies pour améliorer nos immeubles. L'intelligence artificielle, le e-commerce doivent encore être développés pour permettre à Monaco d'être un modèle en la matière. Monaco est une cité-État qui reçoit énormément de personnes de l'étranger, de personnes très instruites, qui sont au courant des dernières technologies. Nous devons être à la pointe des dernières technologies. Lorsque l'on parle de Singapour de l'Europe, pour connaître très bien Singapour, nous devons être les Singapour de l'Europe. Il faut que vous savez, à Monaco, il y a des nouvelles technologies qu'il n'y a pas ailleurs, autant qui ont été expérimentées à Monaco. La taille de notre pays nous le permet. Donc c'est une chose très importante pour le marketing et pour l'avenir de notre pays. Architectes, promoteurs, agences, l'ensemble de l'écosystème de l'immobilier était réuni pour échanger et permettre à la principauté de passer une nouvelle étape vers le smart immobilier. Les sports et le rugby à 7. C'est ce jeudi que s'est ouvert l'Emirates Dubai Sevens, deuxième étape du circuit mondial de la spécialité. Et la principauté, vous le savez, est représentée doublement. Émilie Rousseau, bonsoir. On vous retrouve sur place et vous suivez nos deux équipes engagées. Oui, le lancement de ce grand rendez-vous de rugby à 7 coïncide avec la fête nationale des Émirats Arabes Unis, jour de célébration donc ici à Dubaï, fête du sport également, avec le grand retour de l'Emirates Dubai Sevens qui avait été annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Vous l'avez dit, deux équipes participent à cette compétition, les Impies et les Oumoussa. Nous avons assisté à leur dernier entraînement avant leur entrée en compétition. C'est un reportage réalisé avec Sylvain Péroumal. Loin des températures fraîches de la Côte d'Azur, c'est sous un soleil de plomb que Impies et Oumoussa se sont livrés à un dernier entraînement avant le début des hostilités. En toile de fond, les gratte-ciel du centre-ville de Dubaï et sa célèbre Burj Khalifa. La concentration est optimale tant l'enjeu est grand. I feel very excited, at the same time very nervous. We put this team together 4 years ago, the MPs, and yeah, I'm sure with the guys that we will make something happen. They put a lot of time and effort into it, considering the COVID. It's put a lot of pressure on us. There's a lot of changes going on at the moment, so we've lost some players and we've got some new players signed up. So yeah, it's been a little bit stressful, but we are very excited. Et le président de la Fédération monégasque de rugby a mis toutes les chances de son côté pour se démarquer cette année. Il a recruté d'anciens internationaux qui, pour certains, ont marqué l'histoire de leur pays et leur sport. Ils feront équipe avec de jeunes joueurs et joueuses prometteurs. Beaucoup d'excitation avant le premier match. J'ai hâte de voir comment le tournoi s'organise. Apparemment, c'est quelque chose de vraiment énorme avec beaucoup de terrains, beaucoup d'équipes, une ambiance aussi Sevens super fun. Mais voilà aussi, bien sûr, envie de gagner les deux premiers matchs sur la journée de demain. Si les Impies participeront au tournoi Invitation, l'équipe féminine des Oumoussa intégreront, elles, le tournoi Open pour leur première participation. Une compétition qui est à leur portée. Il y a forcément la pression parce que première fois, on commence bien à prendre nos marques. La vie de groupe est parfaite. Les filles le disent elles-mêmes, on a l'impression de se connaître depuis des mois alors que ça fait quelques jours qu'on est ensemble. Donc hâte d'y être. Les Oumoussa avaient en effet hâte d'y être. Elles ont remporté leurs deux premières rencontres aujourd'hui chez les Impies. Un match nul et une victoire. Nous reviendrons bien évidemment sur Monaco Info sur leur participation du jour. Émilie Rousseau, accompagnée de Sylvain Péroumal, à Dubaï, lieu actuel, vous le savez, de l'exposition universelle. Et puis retour maintenant en principauté pour s'arrêter avec son tout nouveau directeur artistique sur la programmation du prochain Printemps des Arts 2022. Bruno Mantovani, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous nous présentez ce soir le Printemps des Arts qui débutera au mois de mars, bien sûr, le 10 mars jusqu'au mois d'avril, c'est bien cela? C'est quasiment un mois de grands spectacles. C'est ça, 4 longs week-ends, on va dire, qui chacun a sa propre thématique, puisque je voulais que chacun de ces moments soit extrêmement caractérisé, avec une thématique générale qui unifie tout le festival, à savoir le rapport entre les premières et les dernières œuvres d'un même compositeur. Voir donc un petit peu comment évolue le langage musical de chacun des musiciens que l'on va présenter au festival. Et aussi pour chacun des week-ends, une caractérisation forte, par exemple des portraits d'interprètes qui me tiennent à cœur, comme Jean-Yves Lambavouzé, le pianiste, ou le Quatuor Voce.
C'est pour cela que vous commencez par un spectacle qui s'appelle « Ma fin, mon commencement ». C'est ça, c'est la fin d'une époque, le début d'une autre. Je parle évidemment de ce qu'on vient de vivre avec la pandémie et de ce nouveau monde que l'on nous promet. Et puis, comme c'était mon arrivée après 19 ans de magnifique directorat de mon ami Marc Monet, eh bien, c'est un nouveau type de commencement, même si je m'inscris totalement dans la continuité de ce qu'il a pu créer par sa présence à Monte-Carlo. Vous êtes compositeur, chef d'orchestre, vous jouerez quelques soirs, vous ferez quelques afters, j'ai bien vu dans le programme également, et vous invitez de grands noms aussi à venir nous rejoindre ici en Principauté de Monaco. Oui, on veut aussi que ce festival soit extrêmement convivial, ça doit être à la fois un moment qui nous élève, qui nous permet de découvrir, qui nous permet de nous porter, mais aussi des moments finalement très simples, très évidents, donc avec ces afters où le public pourra échanger quelques mots, boire un verre avec les artistes. Et puis, outre les afters, il y aura des before, c'est-à-dire des moments où on va expliquer les œuvres qu'on va entendre, évoquer des thématiques avec énormément de conférences, de tables rondes qui vont être les écrins à l'intérieur desquels la musique pourra se déployer librement. Et des écrins différents à chaque fois, hein, puisqu'on peut débuter par exemple par une église, on peut terminer par le Forum Grimaldi, on peut passer par le Riva, on passe un peu partout dans les lieux de Monaco, les lieux sacrés presque. C'est bien ça, parce que Monte-Carlo recèle des trésors d'endroits pour écouter de la musique, qui sont pour certains faits pour, mais pour d'autres totalement réinvestis, on va dire, oui, comme le tunnel Riva. Et en effet, je pense qu'écouter une œuvre dans un contexte et dans un autre, c'est donner deux éclairages différents à la même matière. Donc l'idée, c'était aussi de diversifier les lieux où on allait proposer au public de venir écouter de la musique. Oui, pas uniquement un théâtre justement habituel ou un grand palais. Qu'est-ce qui vous a le plus plu quand vous avez signé ici à Monaco? Qu'est-ce qui vous a attiré le plus? C'était la renommée, c'est de savoir que vous pouvez travailler avec d'autres métiers. Je sais que vous êtes passionné, par exemple, que ce soit par des cuisiniers ou des chorégraphes comme Jean-Christophe Maillot. C'est vrai qu'une telle concentration d'excellence institutionnelle dans un si petit territoire est quelque chose qui, pour un artiste et pour un programmateur, est déjà extrêmement motivant. Et puis cette possibilité aussi d'être extrêmement libre. Je crois que la Princesse de Hanovre tient vraiment à que, à la fois, ses programmations soient très, j'allais dire, très pointues, très elle est toujours à l'écoute, oui, bien sûr. Et en même temps, je crois qu'elle tenait énormément à que je me sente tout à fait libre de programmer ce que j'avais envie de programmer. Donc cet équilibre entre une recherche d'excellence et en même temps un côté peut-être plus ludique, plus léger, correspond tout à fait à ma façon d'être. Qu'est-ce que vous allez chercher en plus quand vous rencontrez un écrivain ou un cuisinier, par exemple, par rapport à la musique? Je sais que ça vous passionne, ces genres de rencontres un peu différentes se partagent. Oui, puis j'ai envie de voir si on parle la même langue. C'est très étonnant, mais il arrive que je me sente plus proche d'un vigneron quand il travaille la matière qu'il vient de récolter en septembre, ou d'un cuisinier qui travaille un carré de veau, que d'un autre compositeur. Parce que finalement, on a une approche assez similaire de la matière. On hérite d'un produit, on essaie de le transformer, comme on hérite d'une idée musicale qu'on essaie de transformer. Et j'ai aussi ce rapport avec des architectes, par exemple, qui sont des gens qui m'apportent énormément. Donc, s'il s'agit d'un festival de musique, mais c'est un printemps des arts, donc les autres arts doivent illustrer la musique. La danse, les expositions, bien sûr, avec une grande place laissée à l'Arménie cette année. Voilà, un portrait de la musique dans ce pays martyr, pays qui a vécu des siècles entiers de lutte, mais pays où il y a toujours cette intelligentsia artistique très forte, cette énergie, cette puissance, et pays qui va aussi nous fournir, par l'intermédiaire de Sergueï Paradjanov, toute l'identité visuelle du festival, tout ce qui est documents de communication par exemple. Votre seule angoisse finalement, c'est comme nous tous aujourd'hui, c'est savoir ce qui va se passer avec la Covid, avec cette 5e vague qui est en cours. Vous avez déjà pensé à des concerts malheureusement masqués ou différents, avec un peu moins de monde peut-être? Écoutez, si on commence déjà à intégrer la peur dans la programmation, on ne fera rien. Donc moi, je fais comme si la 3e vague de vaccination aura enfin la tête de ce méchant virus, et je fonce dans mon utopie. La réalité nous rattrapera peut-être, mais on a tout le temps de réagir à elle et de ne pas l'intégrer. Vivre en intégrant la peur, c'est déjà se brider finalement. Merci en tout cas, Bruno Mantovani. Je souhaite plein de choses, que c'est une grande première pour vous, même si vous connaissez toutes les coulisses, toutes les arcanes évidemment de ce Printemps des Arts, mais c'est votre grande première en tant que directeur artistique. Bon travail, bonne préparation et rendez-vous au mois de mars. Merci infiniment, au revoir. Et avant le printemps, la musique est partout en Principauté. José Sacré a assisté au dernier concert en date à la chapelle de la Miséricorde. L'ensemble Clément Jeannequin interprétait, José,
l'une des œuvres de Josquin des Prés. Dans le cadre du 500e anniversaire de la disparition de Josquin des Prés, la Direction des Affaires culturelles a proposé mardi 30 novembre à la Chapelle de la Miséricorde un concert de l'ensemble Clément Jeannequin dans un programme composé de chansons et de la célèbre Missa Pangue Lingua de Josquin des Prés. C'est un compositeur surtout très riche et très prolixe et qui a beaucoup voyagé, et notamment entre la France et l'Italie. Et donc sa musique, qu'elle soit profane ou sacrée, est empreinte de ces couleurs qu'il a ramenées de l'Italie. Lui qui vient des Flandres, où il a appris à composer, il a mis dans sa palette de couleurs les couleurs de l'Italie et la façon de composer la musique. Donc c'est une musique très riche et à la fois, c'est comme beaucoup de compositeurs, de peintres ou d'artistes en tout genre, qui à la fin de leur vie se dépouillent du luxe de la polyphonie surtout. Il utilise toutes les techniques possibles pour écrire la polyphonie, dont les imitations évidemment. C'est un maître absolu dans les doubles, triples canons, mais aussi il exprime des choses, je pense à la fin de sa vie, des choses de l'âme qui sont pures. Et l'on vous retrouve, Julia, pour les dernières infos, avec le beau succès hier soir des Monégasques en Ligue 1 en terre angevine. Un succès qui fait un bien fou, Christophe. Après une longue attente, l'AS Monaco a ramené 3 points de son déplacement à Angers. Score final 3-1 grâce à une équipe remaniée avec 5 changements par rapport à la dernière rencontre. Les modifications effectuées ont donc porté leurs fruits et permettent à Monaco d'être à la 7e place du classement général. Mais pas vraiment le temps de célébrer cette victoire pour les Monégasques, Christophe, puisque le FC Metz se présentera au Stade Louis II ce dimanche à 15 h pour la 17e journée de l'élite. Il faut donc déjà se remettre au travail. Lieu de mémoire, la maison d'Émile Zola et le musée Alfred Dreyfus. Ce sont les grands thèmes d'une conférence annoncée pour lundi prochain en Principauté. Cette conférence organisée par l'association monégasque pour la connaissance des arts intervient dans le cadre des célébrations du centenaire du prince Albert Ier pour la saison 2021-2022 et elle aura lieu le lundi 6 décembre, vous l'avez dit, à 18h30 au Théâtre des Variétés sur présentation d'un pass sanitaire et d'une pièce d'identité. Seront évoquées la restauration de la maison d'Émile Zola à Médan et le rôle primordial qu'a tenu le prince Albert Ier de Monaco dans le camp des Dreyfusards. Je vous rappelle que l'association monégasque pour la connaissance des arts organise chaque année des colloques internationaux d'octobre à janvier pour faire la promotion des arts anciens, modernes et contemporains. On a parlé il y a un instant du Printemps des Arts, Julia, du concert à la Chapelle de la Miséricorde. Vendredi, samedi, encore des grands rendez-vous, 3 grands rendez-vous musicaux pour ce week-end. Ce vendredi 3 décembre, Paul Persson sera en concert à l'Opéra Garnier Monte-Carlo dans le cadre du Monte-Carlo Jazz Festival. L'étiquette de bluesman lui colle certes à la peau, mais l'artiste n'en est pas moins un mélodiste exceptionnel au talent évident, Christophe. Un concert à ne pas manquer donc. Benjamin Biolay arrivera lui ce 4 décembre en Principauté avec son 9e album intitulé Grand Prix. Sorti en juin 2020, le disque a été numéro 1 des ventes et a permis à son auteur de remporter en 2021 les 2 récompenses les plus convoitées des victoires de la musique, album et artiste masculin de l'année. Au Grimaldi Forum, ce samedi à 20h30, il interprétera ses nouvelles chansons comme ses Irrésistibles. Et pour finir, le même soir, David Hallyday sera à l'Opéra Garnier de Monte-Carlo. Fils de 2 légendes de la chanson française et producteur de ses 12 albums, le musicien multi-instrumentiste risque de faire sensation. Pour sa grande première sur la scène de l'Opéra Garnier, il présentera sa dernière création, Imagine un monde, à travers lequel il exprime sa volonté de voir plus loin, plus haut et au-delà de la peur de la résignation. La météo de ce vendredi, Julia. Du beau temps est prévu demain avec un large soleil dans toute la Principauté. Au niveau des températures, le thermomètre frôlera les 11 degrés au meilleur de la journée. 3 petits degrés seulement, par contre, au petit matin. Demain sera la Saint-François-Xavier.
Et comme le veut la tradition, on termine avec les photos du jour. Vous en avez pris l'habitude. À chaque déplacement de votre équipe de basket préférée, la Roca Team en Euroleague, nous vous offrons un regard différent sur les terres de nos adversaires. Ce soir, direction Istanbul, avec l'un de nos envoyés spéciaux entre Orient et Occident, Stéphane Dana. Bonne fin de soirée sur Monaco Info. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve demain, 19 h, pour une nouvelle édition de votre journal.